a dit direct. Eh oui. Non mais comme ça les gens peuvent commencer à arriver sur le live. Alors pour ceux qui nous rejoignent, là on est en train de régler quelques petits détails techniques. On va commencer l'entretien dans quelques minutes. Est-ce que vous pouvez regarder la caméra du monde? Hop là, parfait. Attends 2 secondes. Je vous laisse en bonne compagnie pour le live. Pas de problème. Tout à l'heure. Merci. Voilà. On est bon? Parfait. Ok. Jean Messia, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Quelques mots pour vous présenter, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Vous êtes membre du Rassemblement national depuis 2016. Depuis 2018, vous êtes délégué national du parti pour les études et argumentaires. C'est ça. Et aussi membre du bureau national. C'est ça. Et puis vous êtes aussi un peu préposé aux médias, parce qu'on vous voit très souvent, que ce soit à la radio, à la télévision, ou encore chez Valeurs Actuelles. Donc merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je vous en prie. On va commencer par l'actualité un peu santé, mais ça rejoint la politique. La France a de fortes chances de passer dans le stade 3 de l'épidémie de coronavirus. Selon vous, est-ce que le gouvernement a fait les bons choix pour limiter l'impact de la maladie en France ? Écoutez, il faut reprendre la séquence de cette maladie depuis le début. Moi, je me souviens que courant janvier, le gouvernement nous expliquait que sur la base d'études de spécialistes et d'experts, il n'y avait quasiment aucune chance de voir arriver ce virus en France. Et que ces chances devenaient nulles dès lors que la Chine avait pris les mesures de confinement et d'isolement de la province de Hubei, qui donc de facto, d'après lui, faisait que le virus n'arriverait jamais en France. Je constate que le virus est arrivé en Europe et qu'il est désormais en France. Donc à partir du moment où le gouvernement n'a pas fait le bon diagnostic dès le départ parce qu'il a décidé de réduire la politique à des expertises de spécialistes, eh bien je ne fais pas non plus confiance au gouvernement pour prendre à bras-le-corps cette épidémie annoncée, puisque le stade 3, c'est un stade épidémique. Et donc on voit bien que les choses ne se passent pas du tout comme le gouvernement nous l'avait annoncé, et donc que ce gouvernement court un peu après les événements. Il n'a rien anticipé, et donc il ne peut pas traiter correctement cette pandémie annoncée. Voilà. Justement, au début de la crise du coronavirus, c'était Agnès Buzyn qui était ministre de la Santé. Et en pleine crise, elle a décidé de quitter le navire en tant que capitaine pour se lancer dans la course des municipales à Paris. Comment vous analysez cette décision ? Je l'avais déjà commenté, cette décision, au moment où elle est arrivée, c'est-à-dire que il y a sans doute 2 choses. Elle a été forcée, probablement, on lui a forcé la main, le président de la République lui a forcé la main pour qu'elle se lance dans la course à l'investiture, enfin en tout cas à la mairie de Paris, parce qu'il n'avait pas grand monde, faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Mais ça, je pense, à l'arranger elle-même aussi, parce qu'en tant que ministre de la Santé, elle ne pouvait pas ne pas savoir l'ampleur que cette maladie ou ce virus allait prendre en France. Et donc c'était bien pratique d'avoir une sorte d'exutoire, en réalité très pratique, pour dire je n'abandonne pas le navire, puisque en fait je suis candidate à Paris, et donc elle refile doucement, si je puis dire, la patate chaude à son collègue. Tout ça n'est pas très sérieux. Il faut aussi dire que elle a été la capitaine du navire, il faut le dire vite. Après, je ne me prononcerai pas sur ses qualités de capitaine du navire que constitue le système de santé en France. Toujours est-il qu'à la fois sur le plan politique et sur le plan, je dirais, de l'agenda, cette décision ne me paraît pas très responsable par rapport aux dangers sanitaires qui planent sur la France. Justement, en parlant de ce danger sanitaire, on a vu des mesures, vous avez parlé des mesures de confinement qui ont été prises en Chine. La présidente du parti, Marine Le Pen, avait proposé de fermer les frontières, et Emmanuel Macron lui avait répondu ironiquement en lui disant « N'en déplaise à certains, le virus ne connaît pas ses limites administratives ». Pourtant, on va prendre un exemple un peu extrême, mais la Corée du Nord, elle a fermé ses frontières hermétiquement depuis janvier. Elle n'a à ce jour aucun cas connu d'infection au Covid-19. Est-ce qu'il faut en arriver à ces extrémités au risque de mettre en péril notre économie ?
En fait, Marine Le Pen, à aucun moment, n'a parlé de fermeture des frontières. La fermeture des frontières consiste en un cadenassage du territoire français qui interdise les mouvements de quelques pays qu'ils viennent. Ce qu'a préconisé Marine Le Pen à juste titre dès le départ, c'est d'avoir un contrôle sélectif aux frontières par rapport aux voyageurs en provenance de pays contaminés. Et donc ça, c'est une mesure responsable. Alors, évidemment, Macron et toute la Macronie réagissent en idéologues, c'est-à-dire que dès lors qu'on touche à leur totem sans frontiériste, ils rentrent comme dans une espèce de transe irrationnelle, d'effroi. Faut pas toucher. Ils préfèrent, si vous voulez, garder sauve le corpus idéologique qui est le leur, sans frontiériste, libre-échangiste, etc., plutôt que de protéger la France et les Français contre un danger imminent que ce même sans-frontiérisme semble accélérer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Emmanuel Macron, sur le fond, se trompe, puisqu'on voit bien que lorsque la Chine a isolé la province de Hubei, aujourd'hui, la Chine est certes le premier pays atteint, mais 90% des cas de coronavirus en Chine sont dans la province de Hubei. Il n'y a pas eu de contagion, ou très peu, au reste du territoire chinois. Donc ça veut bien dire que quand on isole, c'est quoi l'isolement, sinon de rétablir des frontières? Alors certes, les macronistes ne cessent de répéter que les virus ne connaissent pas de frontières. Enfin, jusqu'à nouvel ordre, les virus se déplacent avec des gens. Les virus, ce n'est pas des petits insectes avec des ailes qui passent par-dessus les frontières tout seuls. Et donc effectivement, quand on contrôle, quand on réduit le volume de circulation des hommes, eh bien, évidemment, on réduit également le risque. Je parle bien de réduction de risque, parce que là, c'est encore une autre erreur que fait le macronisme. Il s'imagine qu'à partir du moment où on ne peut pas abolir totalement le risque, à ce moment-là, il ne faut rien faire. Non, la réduction drastique du risque est un objectif, puisqu'on parle là d'êtres humains atteints par une maladie. Donc si au lieu qu'il y en ait 100, on peut faire en sorte qu'il n'y en ait que 20, alors il n'y en aura pas 0. Mais rien que le fait d'avoir réduit à 20 ce qui était potentiellement de l'ordre de 100, on parle d'êtres humains, de maladies humaines, donc c'est quand même quelque chose qui vaut la peine d'être couru. Est-ce que selon vous, c'est le fait qu'ils rechignent à justement réduire ces risques, est-ce que c'est pour eux d'abord de favoriser le développement économique et de ne pas avoir des mauvais chiffres de la croissance, de ne pas avoir une nouvelle hausse du chômage ? Très certainement, mais cela dit, le calcul est faux. On pourrait paraphraser la phrase que disait Churchill à la veille du second conflit mondial. Entre la guerre et le déshonneur, ils ont choisi le déshonneur, ils vont avoir la guerre. Entre l'économie et le virus, ils ont choisi le virus, et ils vont avoir aussi un ralentissement économique. Parce que bon, c'est vrai que les mesures prises en amont évidemment ont un impact sur notre vie de tous les jours. Évidemment qu'elles ont un impact sur la croissance. Mais laisser le virus se propager sans rien faire finira par avoir un impact sur notre vie quotidienne et sur l'économie beaucoup plus cataclysmique. Donc en réalité, on est dans un système de décision face à deux réalités sous-optimales, dont la plus grave est évidemment de laisser se propager le virus. J'ajoute qu'il y a vraiment quelque chose que moi j'ai vraiment du mal à piger. Soit ce virus est grave, soit la situation sanitaire est grave. Et à ce moment-là, et d'ailleurs c'est ce qui ressort de toute la couverture médiatique 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui nous laisse entendre que c'est très grave. Mais dans ce cas-là, si c'est très grave, il faut que le gouvernement prenne cette gravité à bras-le-corps, qu'on ferme les collèges, les écoles, qu'on réduise les flux aux aéroports, qu'on identifie, c'est déjà fait, les foyers qu'on appelle maintenant clusters pour faire plus classe et plus rassurant. On les confine, on les isole. Enfin, il y a quand même une politique sanitaire volontariste, anticipatrice à avoir si vraiment la chose est aussi grave que les médias ne cessent de nous le dire depuis des semaines. Soit c'est pas très grave, et à ce moment-là, le gouvernement fait ce qu'il faut. Mais on ne peut pas d'un côté nous insister sur la gravité de la propagation, sur le taux de létalité, convoquer tous les spécialistes pour nous dire que le virus se propage très vite et avec tout un tas de mots très savants pour nous expliquer que c'est très contagieux et qu'il faut... Et d'un autre côté, voir le gouvernement courir après les événements, attendre que les choses arrivent pour commencer à agir.
Typiquement, les gels hydroalcooliques, dès le départ, le gouvernement savait qu'on allait en avoir besoin, puisque on sait très bien que les virus se transmettent avec les mains. Qu'attendait-il dès le départ pour prévoir le stock nécessaire pour faire en sorte qu'aujourd'hui, on ne soit pas en pénurie dans la plupart des pharmacies? Ou les masques. Ils ne sont pas distribués aux médecins. Dès le départ, alors évidemment, le problème, si vous voulez, c'est que le gouvernement réduit son action aux experts et aux spécialistes. Or, le problème, c'est que la politique ne se réduit pas à des spécialistes et à des experts. Les experts et les spécialistes, avec tout le respect qu'on leur doit, sont là pour conseiller le gouvernement. Mais le tempo politique n'est pas le tempo de l'expertise. On ne confie pas la politique de santé uniquement à des spécialistes, exactement comme on a eu tort de confier dans les années 30 la guerre uniquement aux militaires. On voit bien les catastrophes que les spécialistes et la gestion par les spécialistes peut donner. Le gouvernement doit jouer son rôle politique. Nous en sommes aujourd'hui à 200 cas. Il faut qu'il agisse comme s'il y en avait 2000, de telle sorte à éviter les 2000 et pas attendre qu'il y en ait 2000 pour les traiter comme étant 2000. Il y a une anticipation à avoir, il y a une action en amont à avoir. J'ai entendu, alors ça reste à vérifier, mais j'ai entendu qu'Emmanuel Macron, de concert avec l'Union européenne, avait envoyé 17 tonnes de matériel médical à la Chine par solidarité. Mais Emmanuel Macron est le président de qui au juste? Il est le président de la France et des Français ou il est le président du monde? Avant de s'occuper des autres, il faut là encore s'occuper des nôtres. Mais ça fait bien longtemps que le logiciel macroniste n'a plus la France dans son giron. Pour le coup, cette décision, elle aurait pu se comprendre dans le sens où, justement, ça aurait pu aider à prévenir le développement de l'épidémie en Chine pour éviter que nous soyons contaminés. Mais attendez, on peut pas nous avoir répété pendant des années que la Chine est un pays qui s'enrichit à la vitesse grand V, nous dire que le modèle chinois a permis de sortir de la pauvreté des centaines de millions de personnes. Je pense que la Chine, aujourd'hui, en tant que première des économies mondiales, a largement les moyens de subvenir à ses besoins. Elle n'a pas besoin de l'aide de la France. La Chine est la première ou la deuxième puissance économique mondiale. La France, c'est la 6e ou la 7e. Donc, il faut consacrer nos moyens à nos besoins. Alors, si on a trop de moyens, il n'y a pas de problème pour qu'on soit solidaire. Là, en l'occurrence, en dépouillant les stocks, on se retrouve dans la panade aujourd'hui à ne pas pouvoir distribuer à nos propres personnels des masques qui garantissent leur sécurité. On n'est pas capable de distribuer à nos propres citoyens les gels hydroalcooliques qui permettraient de participer à la réduction de la contagion. Donc tout ça, c'est vraiment... Le macronisme, c'est en marche sur la tête à aider la planète entière sans avoir la boussole nationale ancrée dans son esprit parce que, encore une fois, Emmanuel Macron et son gouvernement sont comptables de la situation de la France d'abord et avant tout. Et ensuite, lorsque la France est protégée, qu'elle a les moyens d'agir, pas de problème pour aider les autres. Mais on ne peut pas sacrifier nos intérêts nationaux sur l'autel des intérêts mondiaux. Voilà. Dernière question sur le coronavirus. Les élections municipales sont maintenant dans une petite dizaine de jours. Pour l'instant, le gouvernement affirme vouloir maintenir cette échéance électorale. Est-ce que selon vous, c'est un bon choix? Écoutez, à ce stade, on peut dire qu'effectivement, les élections municipales doivent être maintenues parce que d'abord, c'est très compliqué de les ajourner. Il faut une loi. Il y a tout des centaines de milliers, peut-être des millions d'euros qui ont été déboursés par l'ensemble des candidats pour faire campagne, pour les affiches, pour les tracts, pour les bulletins. Et donc tout ça doit évidemment être remis en cause si la date des élections venaient à changer. Maintenant, si ces élections devaient se tenir, il faut évidemment garantir la sécurité sanitaire de l'ensemble des bureaux de vote, notamment des personnels, des assesseurs, etc., qui seront présents le jour des scrutins dans les bureaux de vote. Il faut les équiper en gants, en masques, etc. Il faut garantir leur protection sanitaire afin que ces élections soient en conditions. Toujours concernant l'actualité française, justement en pleine crise du coronavirus, le gouvernement a sorti de sa poche l'article 49.3 pour faire passer en force la réforme des retraites, alors même que La République En Marche a la majorité à l'Assemblée nationale. De quoi, selon vous, ceci est-il symptomatique? Écoutez, en fait, il y a deux dimensions. Il y a la dimension légale et constitutionnelle. Bon, ça, il n'y a rien à dire. On sait très bien que depuis la mise en place de la Ve République, les gouvernements successifs, un certain d'entre eux, l'article 49.3 a été mis en œuvre à peu près 88 ou 89 fois depuis 1958. Donc sur le plan de la légalité,
le gouvernement, on va dire, est dans son droit. Maintenant, sur le plan de la légitimité politique et de la temporalité de l'utilisation du 49.3, ça pose un grave problème. C'est-à-dire que d'abord, la réforme des retraites n'est pas une réforme urgentissime qu'il faille faire passer dans l'immédiat, puisque son déploiement va requérir plusieurs années. Donc il n'y avait aucune urgence à mettre en œuvre le 49.3. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, en pleine crise du coronavirus, qui plus est un samedi après-midi, ça a tout d'une manœuvre qui est quand même assez basse et assez indigne. Je pense que le gouvernement aurait dû maintenir les débats, parce qu'il y a quand même des débats, du coup, très importants qui sont escamotés par le 49.3, notamment le débat sur le financement, qui est un débat important, mais peut-être que le gouvernement ne voulait pas l'avoir, du coup. Parce qu'évidemment, il présente une réforme comme une réforme qui est quand même assez économe des deniers publics, qui vise à garantir la stabilité financière du système des retraites. Et on s'aperçoit en fait qu'avec tous les reculs du gouvernement face à la grogne parfaitement justifiée des catégories sociales, les policiers, les pompiers, les ambulanciers, les avocats, etc. En fait, on se retrouve avec des régimes, à nouveau, pas des régimes, je dirais, spéciaux, ça s'appelle plus comme ça s'appelle des régimes spécifiques, enfin la logique est la même, et donc il y a un enflement budgétaire du coût de cette réforme que peut-être le gouvernement ne veut pas discuter, ou sur laquelle il veut jeter un voile prudent pour pas qu'on le voit. Voilà, donc moi, ce qu'on peut dire à ce stade, si vous voulez, c'est que en 2022, lorsque Marine Le Pen accédera à la présidence de la République, cette réforme des retraites sera radicalement remise en cause et nous proposerons un système de retraite beaucoup plus juste aux Français. C'est-à-dire beaucoup plus juste? Un système de retraite qui garantisse, par exemple, les pensions. On ne peut pas expliquer aux Français éternellement que la modernité et le progressisme consistent dans des régressions et des répressions. Vous voyez, la réforme des retraites, typiquement menée par Macron, elle va laminer les pensions. En tout cas, elle va les baisser de manière significative, puisque le mode de calcul de la pension, l'incertitude quant à la valeur du point, tout ça est dans une direction de régression sociale majeure. Et donc quand nous disons un système plus juste, c'est-à-dire un système qui permette à la fois de maintenir l'équilibre financier, mais vous savez, le financement du système des retraites, il ne trouve pas sa solution dans la comptabilité. Le financement du système des retraites, il trouve sa solution dans l'économie. C'est-à-dire que c'est la politique économique, notre ambition industrielle nationale, qui consiste à remettre de l'activité dans nos territoires, à remettre les gens au travail, collatéralement, va se traduire par une amélioration du financement du système des retraites. Et donc le gouvernement n'est pas du tout dans ce schéma. Le gouvernement, il est dans un schéma de superficie comptable où il voit que le coût des retraites n'égale pas les recettes du système des retraites. Et donc, il est dans des acrobaties budgétaires et financières visant, en maquillant la chose savamment, ni plus ni moins qu'à baisser les dépenses de retraite, c'est-à-dire, in fine, à baisser les pensions de retraite des Français pour les faire coïncider avec le volet recettes. Donc c'est une approche comptable qui est totalement mortifère et dont tous les Français sont perdants. Justement, cette approche comptable, on sait qu'elle a été encouragée par la Commission européenne par le biais des GOPE, les grandes orientations de politique économique. Mais dans le même temps, il y a une très grande majorité des Français qui étaient opposés à cette réforme. Alors, est-ce que Emmanuel Macron, est-ce qu'il est toujours capable d'écouter son peuple et de défendre ses intérêts par rapport à l'Union européenne? Écoutez, Emmanuel Macron, c'est même pas par rapport à l'Union européenne, c'est qu'Emmanuel Macron est il vit dans un monde, dans un vase clos, totalement isolé du peuple. Le macronisme, ce sont des experts, une sorte d'expertise froide et désincarnée, sans connexion avec le peuple. Il ne sent pas le pays, si vous voulez. D'ailleurs, il ne sait pas ce qu'est la France. Quand vous avez eu un président qui vous a expliqué que la culture française n'existe pas et qu'il y a des cultures en France, il ne connaît pas la France, il ne sait pas, il n'identifie pas la France parce qu'il ne s'identifie pas à la France. C'est quelque chose qui lui est étranger. Donc les Français, pour lui, c'est quelque chose qui n'entre pas dans sa ligne de mire. Et donc nous, parce que nous sommes un mouvement national, très tôt, Marine Le Pen avait proposé pour trancher ce débat, puisque les macronistes ne cessent de nous asséner sur les plateaux télé et dans les conférences de presse que c'est une réforme qui va dans le sens de l'intérêt
de la France et des Français, que c'est une réforme qui vise à créer un système égalitaire, un système de retraite universel, qui va permettre d'améliorer le sort d'un certain nombre de catégories qui ne cessent de détailler sur l'ensemble des colonnes et des plateaux télé. S'ils sont vraiment persuadés de ça, qu'ils fassent un référendum, et on verra bien si les Français acquiescent ou non à cette réforme. C'est très simple. Alors eux, ils nous disent, oui, mais un projet aussi complexe, on ne peut pas le soumettre à une question binaire oui-non. Mais enfin, la Constitution européenne en 2005, le traité était immense. Il avait des conséquences sur l'ensemble des institutions et des règles européennes. Ça n'a pas empêché de poser la question par référendum, oui ou non, êtes-vous d'accord avec un traité qui est 3 fois plus volumineux que la réforme des retraites? Donc je crois qu'il y a effectivement un certain nombre d'arguties et de subterfuges politiques qui ne convainquent personne. Et en réalité, ce qu'il faut retenir, c'est que le gouvernement français ne veut pas soumettre cette réforme des retraites au référendum parce qu'il sait que les Français le désavoueront. Et même s'il ne le désavoue pas sur le projet de réforme, mais sur la conduite de sa politique, c'est encore pire. Donc il faut avoir le courage de faire des référendums. Et justement, vous avez pris un exemple très intéressant, celui du traité sur la Constitution européenne de 2005, où effectivement il y a eu un référendum. Les Français ont voté dans leur très grande majorité, je crois à environ 55% non. Et pourtant, l'Union européenne a tout de même réussi à imposer sa volonté en faisant passer ça par la Chambre en 2008 avec le traité de Lisbonne. Donc finalement, à quoi bon demander un référendum si, in fine, l'Union européenne arriverait à imposer cette réforme des retraites? Ce qui vient à ma question, le Front National, à la précédente campagne présidentielle, voulait un référendum pour demander si oui ou non il y aurait une sortie de la France de l'Union européenne. Aujourd'hui, cette proposition semble mise de côté. Est-ce que vous pensez véritablement que la France peut réussir à réformer cette Union européenne pour avoir davantage de démocratie et avoir, par exemple, tout simplement des référendums qui soient respectés? L'Union européenne n'impose rien. Et je veux être parfaitement clair aux yeux de tous les souverainistes qui nous regardent en ce moment. L'Union européenne n'est forte que de la faiblesse politique de la France. C'est parce que nous avons à la tête de la France des élites qui, comme le disait le général de Gaulle, n'ont que la médiocrité pour programme et l'abandon pour destinée, qu'effectivement l'Union européenne et ses institutions déploient ses ailes. Le jour où nous aurons à la tête de la France un pouvoir véritablement national qui met au centre de son action l'intérêt supérieur de la patrie, dont le logiciel est calé pour l'alpha et l'oméga sur l'intérêt national, alors les institutions européennes ne pourront pas faire autrement que de nous suivre. La France est la deuxième plus grande économie de l'Union européenne. C'est un membre fondateur de l'Union européenne. Qui peut croire un seul instant que si nous avons à la tête de la France un pouvoir national, que si demain Marine Le Pen est présidente de la République française et qu'elle va aller à Bruxelles dire « je veux pour mon pays le retour de telle frontière, le retour de tel intérêt, la renégociation de tel traité », qui peut croire un seul instant qu'elle aura en face d'elle une Union européenne qui lui dira non? La France est le deuxième plus gros contributeur à l'Union européenne. Nous avons évidemment des moyens de pression. Comment ça se fait que d'autres pays de l'Union européenne arrivent, eux, à obtenir des tas de choses, à commencer par l'Allemagne, et même des pays comme la Hongrie ou la Pologne sur les migrants? C'est tout simplement parce qu'ils ont des pouvoirs qui vont porter la voix de leur pays au sein des instances européennes. Nous, nos élites, non seulement ne portent pas la voix de la France, parce qu'ils l'ont éteinte, la voix de la France, mais ils vont au contraire montrer encore plus d'engouement et d'ambition européenne en sacrifiant les intérêts français sur l'autel de l'Europe pour dire, voyez, nous sommes les bons élèves et nous sommes effectivement les premiers à vouloir une souveraineté européenne, entre guillemets. La réalité, c'est que tout le monde voit le sacrifice de la France comme un intérêt national personnel et personne n'a jamais suivi la France dans les délires fédéralistes, pas plus hier qu'aujourd'hui. On a vu d'ailleurs à cet égard le devenir du discours de la Sorbonne, délirant discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron, qui n'a été suivi sur aucun des points, pas plus sur l'armée française que sur les frontières de l'Europe, etc. Personne n'a suivi Emmanuel Macron dans sa dérive fédérale, même si dans les mots tout le monde applaudit en disant la solidarité européenne, c'est bravo, très bien, etc. La réalité, c'est derrière les phares avenants du discours européiste se cachent en réalité des dynamiques nationales très fortes que les élites françaises sont les seules à ne pas voir.
va revenir sur la situation française concernant le mouvement des Gilets jaunes. Ils continuent de manifester chaque samedi contre le président de la République et pour avoir davantage de démocratie. Ils veulent notamment le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Est-ce que vous, personnellement, est-ce que vous soutenez ce mouvement des Gilets jaunes? Si vous voulez, il y a deux mouvements des Gilets jaunes. Il y a le mouvement des Gilets jaunes des origines, de la genèse, celui de la fin 2018, début 2019, qui avait vu les ronds-points envahis par les invisibles, ceux qui étaient sortis des écrans radars depuis une quarantaine d'années, puisqu'ils n'avaient rien à faire valoir d'autre que leur citoyenneté. Ils n'étaient issus d'aucune minorité victimisée, et donc ils n'avaient le droit à rien, à aucune prébande de la République. Et donc le gilet jaune, c'était un symbole politique pour dire, voilà, nous, le peuple central français qui avait disparu des écrans radars parce que nous n'avions pas de revendication autre qu'une revendication identitaire toujours taxée de nazisme et de fascisme et habillée pour l'hiver de toute l'infamie possible, nous n'avons rien d'autre à réclamer que finalement notre qualité de citoyen. C'était ça la signification du mouvement des Gilets jaunes des origines, en demandant plus de représentativité, en demandant plus d'écoute des institutions, etc. Ce mouvement, je crois, il a été calmé par deux choses. Évidemment, la distribution des milliards d'Emmanuel Macron, mais aussi par les élections européennes, dont on a vu que malgré le fait que le pouvoir macroniste, et notamment le président de la République, avait carrément évincé sa tête de liste aux élections européennes en prenant sa place, malgré tout l'investissement et tout l'appareil d'État qui s'était mis en branle pour cette élection européenne, le Rassemblement national, la liste conduite par Jordan Bardella, est arrivé en tête de ces élections européennes. Et donc ça montre bien que quelque part, le dégonflement du mouvement des Gilets jaunes s'est fait par un scrutin. Là, le mouvement des Gilets jaunes, par la suite, a été complètement phagocyté, récupéré par l'extrême gauche, par des groupuscules violents comme les Black Blocs, etc. Moi, je dis simplement à nos concitoyens qui continuent à être mécontents, aux Gilets jaunes, qui, s'ils existent encore, les vrais Gilets jaunes des débuts, continuent à vouloir manifester, je leur dis une chose. Il y a eu les élections européennes, il va y avoir les élections municipales dans quelques jours, puis une succession de scrutins. La solution à vos problèmes, elle est politique. La solution à vos problèmes, elle réside dans un seul et unique bulletin de vote, qui est le bulletin de vote Rassemblement national. C'est la seule manière de faire changer les choses. Les manifestations dans la rue, c'est une chose, mais si vous voulez que les choses changent, les choses ne changeront que dans les urnes et par la voie légale. Vous avez mentionné le phénomène des Black Blocs. Le 14 mars prochain, il y a des appels à venir de toute la France à Paris. On s'attend, et notamment la police s'attend à la venue de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de Black Blocs à Paris. Vous avez mentionné les milliards de Macron qui ont été donnés après les manifestations du 1er décembre, du 8 décembre, avec de nombreuses casses sur les Champs-Élysées, etc. On se souvient du mouvement des bonnets rouges, énormément de violence aussi, les portiques détruits, etc. Est-ce qu'en France, pour réussir à se faire entendre de la part du gouvernement, on est contraint à en arriver à la violence? En principe, dans une démocratie moderne, ça ne devrait pas être le cas. J'appelle démocratie moderne une démocratie représentative de l'ensemble des courants politiques. Or, on voit bien que le système de représentativité français est faussé en réalité. Quand vous avez à l'élection présidentielle 48% d'un corps électoral qui n'a pas voté pour Emmanuel Macron, qui ne représentait à l'Assemblée nationale que par 8% des sièges, ça pose un problème démocratique grave, c'est un véritable déni de démocratie. Et donc à partir du moment où les institutions ne sont pas représentatives, parce qu'on a beaucoup parlé de la représentation de la représentativité de l'Assemblée nationale, mais on pourrait aussi parler de la représentativité du pouvoir exécutif. Enfin, qui connaît ces ministres? On a choisi des ministres qui sont totalement techniques, qui viennent, paraît-il, de la société civile, très souvent avec des conflits d'intérêts qui ont été découverts en marchant, comme Delevoye, comme Madame Pénicaud, comme Agnès Buzyn, etc. Et en fait, les gens ne connaissent pas leurs ministres. Donc il y a un vrai problème, non seulement de représentativité, mais également d'identification du citoyen à la fois à son assemblée représentative, mais aussi au pouvoir exécutif. Et donc à partir du moment où la représentativité est cadenassée,
la cocotte minute d'un pays qui reste libre malgré tout fait que ça sort par d'autres orifices, si je puis dire. La contestation dans la rue en est une. Attention, je ne cherche pas à justifier, bien sûr que non, ni les violences, ni les manifestations dans la rue, etc. Je cherche juste à expliquer le pourquoi du comment du phénomène. Ajouter à cela un profond mépris qu'a adopté le macronisme vis-à-vis du peuple depuis le départ, avec des mots quand même assez malheureux comme les gens qui ne sont rien, les illettrés, etc., ça fait qu'effectivement, les gens non seulement ne se sentent pas reconnus, mais se sentent méprisés et insultés. Et donc à partir de là, évidemment, il y a une colère sociale qui va s'exprimer de manière erratique, soit sur les réseaux sociaux, soit dans la rue, etc. Donc la solution, c'est certainement pas de museler ces contestations, c'est justement de déverrouiller la chose par le haut et de faire en sorte que la démocratie redevienne une véritable démocratie représentative. Voilà. J'ajoute que le gouvernement, on voit bien, il a instrumentalisé aussi la violence depuis le début. Quand on voit que les premières manifestations de gilets jaunes, des ronds-points, où il y avait des femmes seules avec des enfants, où c'était des familles, et qu'on a pu sortir des blindés de la gendarmerie au cœur de Paris, que ça ne s'était pas vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand on voit la façon dont les consignes sont données par le gouvernement dans d'autres zones qui sont quand même éminemment beaucoup plus violentes, où les flics se font canarder, tirer dessus à la chevrotine, parfois même avec des armes de poing, et qu'on leur ordonne de rester l'arme au pied pour pas attiser la haine et pour pas enflammer la zone, ça pose quand même une question sur la manière dont le pouvoir gère ce que Max Weber appelle le monopole de la violence légitime. Pour la première fois depuis très longtemps, nous avons un pouvoir qui utilise le monopole de la violence légitime contre son peuple, contre son propre peuple, jamais contre, je dirais, les vrais violents qui, eux, doivent être effectivement beaucoup plus sévèrement punis, à la fois de manière sécuritaire et de manière juridique. Je vais rebondir un petit peu sur ce que vous venez de dire. On sait que c'est un petit peu dans l'ADN du Rassemblement national de défendre la police. Lorsque vous voyez justement tous ces samedis des personnes, des gilets jaunes qui finissent avec des yeux crevés, certains des mains arrachées, on voit des vidéos tous les samedis de policiers qui matraquent des manifestants. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces violences policières, justement en tant que représentant du Rassemblement national ? Écoutez, s'il y a des abus, et je pense qu'il y en a eu, il faut qu'ils soient punis. Et je pense que la plupart des policiers peuvent être d'accord avec un tel constat. Maintenant, il ne faut pas oublier que la police, c'est un outil. Ce n'est pas la police qui tient le pays, je vous le rappelle. Nous avons un gouvernement à la tête de ce pays. Nous avons un ministre de l'Intérieur, en principe, à la tête de ce pays. Donc la police, c'est un outil administratif. Je suis un haut fonctionnaire moi-même. Je peux vous dire qu'en tant que haut fonctionnaire, mon rôle est de suivre les consignes qui me viennent de l'instance politique. La police fonctionne exactement de la même façon. On donne des consignes à la police, ces consignes sont politiques, on leur dit charger, frapper, etc. Ils le font. Alors après, il y a évidemment le fait que la police est mobilisée sur tout un tas de fronts simultanément. Ce sont les mêmes personnes, les mêmes agents qui sont à la fois aux manifs des Gilets jaunes, aux manifs contre la réforme des retraites. Parfois, ce sont également eux qui surveillent tout ce qui est risque sécuritaire. Donc, si vous voulez, la charge, la police est en rupture, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils ont une charge de travail et une pression telle qu'effectivement, au bout d'un moment, lorsque vous vous retrouvez dans une manif et que les forces de police sont harcelées par des manifestants, etc., il se peut qu'il y ait des dérapages. Si c'est le cas, il faut effectivement qu'ils soient sévèrement punis parce que la police doit être irréprochable. Mais là, il faut une enquête, il faut étudier les circonstances de la chose, et s'il y a des abus, il n'y a aucun problème. Attention, parce que effectivement, face aux gilets jaunes, la police n'est que l'instrument du pouvoir. La police n'est pas une structure autonome qui prend ses propres décisions. Elle obéit aux directives du ministre de l'Intérieur. Donc le responsable in fine de l'ordre public dans la rue, de ce qui s'y passe, de ces abus et de ses réussites, bien entendu, c'est le ministre de l'Intérieur. Donc il ne faut pas mettre sur le dos de la police ce qui relève de l'exécution d'une politique sécuritaire et d'ordre venant de l'entité politique. Vous avez dit ce n'est pas la police qui tient le pays. Néanmoins, quand on voit par exemple que le président de la République est au plus bas dans les sondages,
que les manifestations se multiplient sur des sujets variés. Est-ce que ce que vous avez dit, finalement, ça ne rapproche pas de la réalité? Est-ce qu'on va pas de plus en plus vers un État policier, où la République ne tient que grâce à l'action de la police? Ce qui expliquerait d'ailleurs le fait que les policiers ont été épargnés par la réforme des retraites. Oh, il n'y a pas que les policiers qui ont été épargnés, il y a d'autres catégories qui ont été épargnées également. Je n'irai pas jusque-là quand même, mais je pense qu'il y a effectivement, incontestablement, une brutalité dans la manière dont Emmanuel Macron gère le pays. Et c'est une brutalité qui est fonction croissante en quelque sorte de sa popularité, c'est-à-dire que de son impopularité plutôt, c'est-à-dire que plus il est impopulaire, plus évidemment le régime se cabre, se braque, et plus les consignes de violence et de brutalité sont nombreuses. Et donc effectivement, il faut faire très attention parce que la France doit rester un pays démocratique, et je pense que la seule manière, si vous voulez, de dégonfler cette violence latente, cette violence politique et sociale latente que tout le monde, tout un chacun peut sentir au jour le jour, la seule manière de la dégonfler dans une démocratie, ça s'appelle le vote. C'est Victor Hugo qui disait, dans une démocratie, l'intelligence de la démocratie, c'est d'avoir su remplacer le couteau par le bulletin de vote. Donc effectivement, si on veut dégonfler cette violence et si on veut régler pacifiquement les conflits politiques et sociaux, il n'y a pas d'autre solution que d'entendre la voix du peuple. Et le peuple ne s'exprime que dans des scrutins. Voilà. Donc j'invite mes concitoyens à s'exprimer dans les prochains scrutins, et j'invite surtout le gouvernement et Emmanuel Macron à l'écouter. François Ruffin de la France Insoumise a récemment demandé la dissolution de l'Assemblée nationale après l'utilisation de l'article 49.3. Est-ce que c'est une proposition que vous souteneriez politiquement? Attendez, le Rassemblement national, par la voix de sa présidente Marine Le Pen, a proposé une dissolution, a demandé une dissolution de l'Assemblée nationale aux toutes premières heures de l'apparition des Gilets jaunes. Rappelez-vous, lorsque le mouvement des Gilets jaunes a éclaté dans la rue, la première prise de parole de Marine Le Pen au tournant de l'année 2019 a été de dire qu'il faut dissoudre l'Assemblée nationale pour permettre justement à un nouveau scrutin, à un nouveau vote de dégonfler la colère sociale. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Nous le réclamons déjà depuis pratiquement 2 ans. Donc il est heureux que la France insoumise s'y soit mise, parce que je vous rappelle quand même qu'eux, ils étaient aussi comme nous sur le référendum d'initiative citoyenne, etc. Mais on les avait pas beaucoup entendus sur la dissolution de l'Assemblée nationale. Il faut dire qu'ils sont moins concernés que nous, puisque nous sommes le parti dont la présidente a été finaliste de l'élection présidentielle, avec 11 millions de voix, et nous ne sommes représentés que par 6 sièges à l'Assemblée nationale. Donc évidemment, l'absence, le déni de démocratie nous concernant est beaucoup plus fort que la France insoumise, qui, pour avoir eu un score beaucoup moindre que nous et n'avoir pas passé le premier tour de l'élection présidentielle, se retrouvent, eux, avec un groupe, avec des moyens de travailler, etc. Donc je suis heureux que la France insoumise rejoigne notre proposition de dissolution de l'Assemblée nationale. Il faut juste dire que nous avons été les premiers à la formuler. On va parler un peu de vous. Vous êtes né en Égypte, oui. Au Caire. Et certains, même d'ailleurs à mon grand regret dans les commentaires, s'amusent à le rappeler en vous qualifiant, je cite, d'arabe de service du Rassemblement national, ou vont même jusqu'à vous comparer à un chameau, comme celui fait par l'humoriste Yacine Bellatar et Dominique Sopo de SOS Racisme. Qu'est-ce qu'elle nous dit, ces attaques sur votre personne de l'antiracisme ambiant? En fait, ces attaques disent plusieurs choses. Elles disent d'abord, la première chose qu'elle dit, c'est sur le Rassemblement national lui-même. Parce qu'en fait, ces mêmes personnes nous expliquent depuis des années que le Rassemblement national est un mouvement raciste. Et donc, lorsque nous leur disons que chez nous, nous avons des concitoyens de toutes les origines et de toutes les couleurs, ils nous disent « Ah oui, mais enfin, ceux qui sont les Arabes, les Noirs, etc., qui sont chez vous, c'est des bountis, des nègres maisons, je reprends leur vocabulaire, des Arabes de service, des harkis, des traîtres. » Voilà ce qu'on entend. Donc du coup, c'est qui les racistes? On leur présente des gens chez nous qui sont de toutes les origines, et eux, à ce moment-là, vous donnent cette liste de noms d'oiseaux pour les qualifier. Donc en réalité, ce n'est pas le Rassemblement national qui est raciste. Ce sont ceux qui précisément accusent le Rassemblement national de racisme qui le sont. Puisque lorsque nous leur disons qu'en fait nous avons toutes les origines chez nous, au lieu de dire « Ah oui, effectivement, ça écorne un petit peu l'idée que nous avons du Rassemblement national », ils vont insulter de manière raciste les Français
assimilés d'origine immigrée qui sont chez nous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on découvre en réalité que tout l'antiracisme de ces 40 dernières années n'a été qu'une escroquerie politique en bande organisée qui est en train d'être démantelée en quelque sorte. C'est-à-dire que on s'aperçoit qu'ils ont inventé un racisme qui probablement n'existe que très peu ou pas. Ils ont fait de la France un pays raciste pour se draper des oripeaux de la lutte contre le fascisme, contre le racisme, etc. Mais en réalité, ce sont eux les véritables racistes. C'est-à-dire que leur racisme, c'est un racisme anti-français. Ils ne combattent pas leur racisme, ils combattent la France. Alors, le problème, c'est que lorsque la France prend les traits d'un immigré assimilé, il y a comme un bug dans leur logiciel. C'est-à-dire qu'en fait, pris dans leur élan, ils vont se mettre à insulter ce Français assimilé exactement de la même manière que les individus fictifs, pour la plupart, qui prétendaient combattre pendant 40 ans. C'est-à-dire que quand vous avez un Dominique Sopo qui reprend la comparaison de Bellatar, Dominique Sopo, président de SOS Racisme, qui reprend la comparaison de Yacine Bellatar, et qui dit « on va se tenir à vos côtés, Jean Messia, parce que c'est vrai que la comparaison entre un chameau et vous-même est particulièrement dégradante pour les chameaux », vous découvrez là le véritable bug dans le logiciel antiraciste. C'est qu'en fait, ils n'avaient pas prévu ça. Le schéma qui était prévu, c'est un représentant du peuple des origines, du peuple historique français, qui est raciste vis-à-vis d'un représentant d'une minorité. Donc c'est un schéma qui est casé, qui est cadré, dans lequel ils peuvent dérouler leur logique antinationale mortifère. Mais dès lors que le jeu ne se joue plus comme ça, dès lors que la France n'est plus incarnée par un représentant du peuple historique, mais par un Français d'origine immigrée assimilé, là les cartes sont brouillées, ils ne savent plus quoi dire. Ah, comment ça, c'est quelqu'un qui est d'origine étrangère, mais en même temps il parle comme un Français tout en ne l'étant pas, et donc en fait ça devient ça devient le bordel dans leur tête, et ils se mettent en fait à délirer complètement et à adopter un discours raciste que par ailleurs ils disent récuser. Donc c'est très intéressant parce que cette séquence a eu au moins le mérite de démasquer une escroquerie. Beaucoup de Français l'avaient déjà compris en réalité depuis très longtemps, parce que les Français sont un peuple instinctif. On n'a pas besoin de leur faire un grand dessin pour comprendre un certain nombre de choses. Mais là, c'est une réalité que tout le monde ressentait et qui éclate au grand jour. Et pour enfoncer le clou, j'ai décidé de porter plainte contre SOS Racisme pour racisme. J'entends bien votre discours. Après, moi, je vois quand même une certaine contradiction, parce que finalement, vous dénoncez l'antiracisme, mais le Rassemblement national, par la dédiabolisation et par le fait, par exemple, de vous mettre en avant, vous, personne d'origine immigrée, etc., est-ce que finalement, l'objectif du Rassemblement national, c'est pas d'être accepté en tant que membre du système de ce logiciel antiraciste? Non, parce qu'en fait, d'abord, en politique, les choses ne se font pas comme ça. On ne met pas quelqu'un, on ne projette pas quelqu'un. Marine Le Pen m'a fait l'honneur de me nommer au Bureau national, elle a fait de moi le délégué national aux études, mais je vous rassure, Marine Le Pen n'a pas fait ça parce que j'ai les cheveux crépus et que je suis d'origine étrangère. Hein. On n'a pas si vous voulez, cette logique qui consiste à faire d'individus des animaux de foire, c'est pas chez nous. J'ai la faiblesse de croire que si elle m'a nommé à ces postes, c'est aussi en fonction de mon parcours et de mes compétences. Je rappelle quand même que j'ai un bac plus 13, je suis diplômé de l'IEP de Paris, je suis ancien élève de l'ENA, je suis docteur en économie, je suis délégué national aux études et argumentaires du Rassemblement national. Je veux dire, ne pas voir la connexion entre ma trajectoire académique et professionnelle et les fonctions et les tâches qui me sont assignées au Rassemblement national, et vouloir y voir une question de couleur de peau ou une question raciale, c'est précisément pas du tout notre logique. À la limite, si je sortais de nulle part, que j'avais fait aucune étude et que j'avais été bombardé comme ça et qu'il y avait des interrogations, je dirais, sur ma légitimité, sur le fond des questions qui me sont attribuées dans mes tâches, on aurait pu avoir ce genre de raisonnement. Là, en l'occurrence, le Rassemblement national ne reconnaît aucune origine, aucune couleur de peau, aucune religion. Il ne reconnaît que des citoyens, donc ceux qui ont la France au cœur, quelle que soit leur couleur de peau, ceux qui sont attachés
à l'identité française, quelle que soit leur couleur de peau. Ils sont évidemment les bienvenus chez nous, ils sont déjà nombreux, et c'est un appel que je lance à l'ensemble des Français qui se sentent autre chose que des simples cartes administratives d'identité, mais qui veulent faire vivre l'idée de la France qui nous vient du tréfonds de l'histoire, que nous entendons perpétuer, eh bien, à se joindre à nous, à se joindre au Rassemblement national pour soutenir la candidature de Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Toujours plus ou moins sur la même thématique, quel regard vous portez sur l'évolution de la liberté d'expression en France? Je pense que sous couvert de lutte contre la haine, on est en train effectivement de basculer dans une censure très inquiétante. C'est-à-dire que je prends pour exemple la loi Avia sur les réseaux sociaux. On voit bien que la loi Avia n'est pas faite pour lutter contre la haine. Elle est faite pour lutter contre certaines haines, pas contre la haine. Donc ça veut dire que là, par exemple, quand vous voyez que Laetitia Avia a mis un like dans le thread posté par Dominique Sopo à mon encontre, alors que Dominique Sopo s'est quand même fendu d'un tweet unanimement qualifié comme raciste par des gens qui ne sont pas du tout de chez nous, par des Jean-Michel Apathy par exemple, qui a dit texto, si le président d'SOS Racisme ne démissionne pas à la suite de ce tweet, alors il va falloir qu'on vienne m'expliquer ce que signifie l'antiracisme en France. Jean-Michel Apathy. Et Laetitia Avia, qui est l'auteur de la loi de la lutte contre la haine, se permet de liker indirectement les propos de cette personne, de Dominique Sopo. Donc on voit bien, si vous voulez, qu'il y a une censure visant à censurer tout ce qui est patriote, tout ce qui est national, tout ce qui est amour de la France, tout ce qui est identité française, mais à laisser effectivement proliférer sur la toile tout ce qui est haine contre la nation, contre la France, etc. Je vais vous donner un simple exemple. La jeune Mila, dont il a été beaucoup question il y a quelques semaines, a reçu sur les réseaux sociaux des dizaines de milliers d'insultes ordurières, homophobes, des dizaines de milliers de menaces de mort. Peut-on nous dire combien de comptes à l'origine de ces menaces de mort ou à l'origine de ces insultes ont été censurés? Pas beaucoup. Et j'en ai suivi un certain nombre que j'ai signalé un certain nombre de fois, que j'ai appelé mes dizaines de milliers de followers à signaler des dizaines de milliers de fois, et ces comptes sont toujours là. Par contre, si vous avez un mot malheureux contre l'islam, ou si vous avez un mot malheureux contre la diversité, vous pouvez être sûr que dans les 2 heures, votre compte est suspendu. Donc la loi ne vise pas, en tout cas la démarche d'ensemble ne vise pas à lutter contre la haine, elle vise à lutter contre certaines haines. Donc il y a une bonne haine et une mauvaise haine. Et à travers ça, il y a une véritable censure antinationale mise en place par un système du même nom, antinational. Alors, pour revenir aux origines un petit peu de la République française, au départ, au niveau de la liberté d'expression, c'était une liberté d'expression quasiment totale. On se souvient par exemple des discours de Robespierre où seul était condamné la diffamation, les appels au meurtre, un petit peu à l'image de ce que sont toujours les États-Unis aujourd'hui avec leur premier amendement. Est-ce que, selon vous, il faut revenir sur toutes ces lois visant à limiter la liberté d'expression? Je pense notamment, là il va y avoir la loi Avia en avril, vous l'avez mentionné, mais il y a eu déjà des lois qui ont été votées, comme la loi Pleven ou la loi Guesso. Alors revenir sur ces lois, ça nécessite une discussion, je ne sais pas ça serait un autre débat si vous voulez. Par contre, les aggraver, certainement pas. Donc nous nous sommes inscrits en faux contre toute nouvelle loi visant à censurer encore plus et à limiter encore plus le champ de la liberté d'expression. Discuter des lois qui sont déjà en application, les lois qui sont en application me semblent suffisantes, et personne ne se plaignait d'ailleurs au tout début des années 2000 d'une absence de liberté d'expression. Par contre, le sujet devient prégnant à l'heure des réseaux sociaux et à l'heure où des velléités de censure par la loi de ces réseaux sociaux sont en train d'apparaître à travers cette loi. Donc effectivement, il faut mettre le holà sur ces lois liberticides que constituent des lois comme la loi Avia, et il faut laisser les réseaux sociaux tels qu'ils sont, c'est-à-dire une soupape, un exutoire pour tout un tas de citoyens qui ne peuvent pas nécessairement s'exprimer dans la rue. Voilà. Et si effectivement il y a des propos qui sont tenus, qui sont contraires à la loi, l'anonymat des comptes n'est pas un obstacle de poursuite.
Si la police fait bien son travail, ils ont tous les moyens techniques pour voir qui il y a derrière ces comptes et pouvoir les traduire en justice le cas échéant. Donc il faut laisser cet espace de liberté tel qu'il est, avec ses abus, mais je crois que dans la rue, il y a aussi des abus. Genre, qui ne s'est pas fait insulter dans la rue en tant que conducteur ou dans le métro, etc. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va limiter les moyens d'expression aussi dans la rue pour aseptiser et normaliser le débat. Non, je crois que les réseaux sociaux, c'est une caisse de résonance. Certes, il y a à boire et à manger, il y a des propos orduriers comme il y a des choses intéressantes. Et voilà, et il faut laisser cet espace de liberté tel quel et ne pas vouloir trop verrouiller la liberté d'expression des citoyens. On sait justement que les réseaux sociaux ont permis excusez-moi pour l'anglicisme, mais de challenger le narratif des médias de masse. Est-ce que cette volonté de censure n'est pas aussi une volonté de contrôler un petit peu la pensée en France finalement? Parce qu'on sait qu'il y a par exemple énormément de médias en France qui sont détenus par les mêmes personnes, je crois que c'est 8 ou 9 milliardaires, qui pour la plupart sont plutôt amis avec Emmanuel Macron. Est-ce que justement cette volonté de censure des réseaux sociaux, c'est pas une façon de mettre le couvercle sur la cocotte minute? Il est clair que, chacun a pu le constater, il est clair que les réseaux sociaux ont ces dernières années permis de révéler un certain nombre d'informations, un certain nombre d'affaires que probablement les médias auraient savamment tues. On sait très bien que, par exemple, la campagne de Donald Trump, si Donald Trump a réussi à se faire élire président de la République, c'est aussi en raison du rôle joué par les réseaux sociaux, puisque la quasi-totalité des médias officiels américains, à commencer par CNN, étaient contre lui. Donc évidemment que les journalistes, un système en place, un système médiatico-politique, et il existe en France et ô combien, évidemment qu'ils voient ça d'un très mauvais œil. Et donc d'ailleurs, à chaque fois qu'on parle des réseaux sociaux, comme vous le voyez, quand les journalistes en parlent ou quand les politiques en parlent, c'est jamais en bien. C'est jamais en bien. Alors que les réseaux sociaux, encore une fois, ce n'est qu'un outil. Vous pouvez faire de la recherche sur les réseaux sociaux. Vous pouvez écrire des choses, vous pouvez recevoir des choses. C'est juste un canal de transmission d'une information. Il y a le meilleur et il y a le pire. En choisissant de matraquer sur le pire et en prenant pour socle d'action le pire que peut provoquer les réseaux sociaux, c'est là une lecture politique de l'espace de liberté que constituent les réseaux sociaux par un système qui évidemment n'a pas intérêt à voir émerger une information alternative ou un canal technique permettant effectivement de challenger, comme vous disiez il y a un instant, l'information officielle. Et on a d'ailleurs, les réseaux sociaux ont permis de découvrir à quel point ces médias, ces soi-disant fact-checkers, vérificateurs de l'information, etc., étaient eux-mêmes des artisans de fake news, et grâce aux réseaux sociaux, ça a permis de les confondre un certain nombre de fois. Donc évidemment, ils ne peuvent pas être contents de ce nouveau canal médiatique. Il est environ 13h, est-ce que vous avez encore un peu de temps ou... Non, il faut que je file, j'ai un déjeuner. Ah, ok. D'accord. Une dernière question? Voilà, une dernière question. Concernant ce qui se passe à la frontière gréco-turque, le président turc Recep Tayyip Erdogan a décidé d'ouvrir ses frontières aux centaines de milliers de migrants présents dans son pays pour aller vers l'Europe. Son but, tordre le bras à l'Union européenne pour la forcer à prendre position sur la situation à Idlib en Syrie. Quelle réponse faut-il adresser au président turc? Il y a trois réponses. La première réponse, c'est une réponse politique. Le conflit à Idlib ne nous regarde pas. Et donc, nous n'avons pas à nous faire tordre le bras pour intervenir dans une région et dans un conflit où nous n'avons rien à faire. Premièrement. Deuxièmement, le pouvoir turc, Erdogan, instrumentalise de manière honteuse la misère de ces migrants, de ces millions de migrants faméliques dont il entend se servir comme un espèce d'objet de chantage contre l'Union européenne. Bizarrement, les médias ne parlent jamais de l'inhumanité de cette approche, de cette chosification des migrants par Erdogan qui entend juste en faire une monnaie d'échange vis-à-vis de l'Europe. Par contre, il matraque sur l'inhumanité de l'Union européenne à les accueillir. Ça, c'est le premier truc qui me choque. Sur le fond, vous savez, le président mexicain, au moment où Donald Trump a commencé à parler de son mur, il a fait à peu près la même chose qu'Erdogan. Il a dit à Trump, si vous construisez un mur, moi j'ouvre la frontière mexicaine, non seulement aux migrants mexicains, mais à tous les migrants qui sont entassés au Mexique et qui viennent de l'Amérique latine. Et là, Trump lui a dit une chose très simple. Il a dit, ok, si vous faites ça,
moi j'impose une taxe de, je sais plus, 20 ou 30% sur tous les produits mexicains qui arrivent aux États-Unis. L'économie mexicaine, on sait, est très dépendante du marché américain. En 2 temps, 3 mouvements, tenez-vous bien, le président mexicain qui la veille voulait lâcher des millions de migrants sur la frontière américaine a déployé sa propre armée pour protéger la frontière américaine de l'afflux de migrants, par peur des représailles économiques que Trump lui avait annoncées. On est, sur le plan économique, exactement dans la même configuration entre la Turquie et l'Europe. L'Europe représente 50% des exportations turques. Et l'économie turque, aujourd'hui, connaît un ralentissement sévère et une méfiance croissante des investisseurs étrangers vis-à-vis de la dérive autoritaire du pouvoir d'Erdogan. Il suffirait que l'Union européenne dise « Ok, tu veux lâcher les migrants sur notre territoire, très bien, nous allons imposer à tes exportations une taxe de 20, 30 ou 40% sur les produits qui arrivent chez nous. » On négocie ou on continue à jouer? Et là, je peux vous dire que Erdogan, lorsqu'il va voir planer sur lui la menace d'un ralentissement économique encore plus fort, de fermeture d'usines, parce que c'est une mesure qui est de nature à réduire la compétitivité des produits turcs sur le marché européen, là, il tiendra un autre discours. Et enfin, de manière beaucoup plus brutale, je veux dire, on a 3,5 millions de Turcs au sein de l'Union européenne. Il veut nous lâcher 1 million de migrants dans la figure de l'Union européenne. Bah, très bien, on n'a qu'à renvoyer chez eux 3,5 millions de Turcs. Et on verra comment se situe le plan de négociation. Vous savez, même si on ne le fait pas au final. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le monde international, c'est un rapport de force. C'est un rapport de force où chacun arrive avec des éléments de négociation et des représailles possibles. Et en fait, le consensus naît de l'idée que chacun va voir ses représailles percuter les représailles des autres. Et à partir de là, les choses se dégonflent et on trouve un accord. Lorsque chacun sait ce qu'il a à perdre et ce qu'il a à gagner, eh bien, il y a un accord possible. Or, l'Europe explique à Erdogan que Erdogan a tout à gagner et qu'eux n'ont rien à perdre. Donc forcément, Erdogan parie sur la faiblesse des Européens et il a raison, malheureusement, parce que nous avons à la tête de l'Europe des gens qui n'ont ni l'intérêt national en ligne de mire, ni même l'intérêt européen en ligne de mire. Ils ont en ligne de mire des intérêts mondialistes et financiers que Erdogan instrumentalise avec grand succès. Jean Messia, je vous remercie d'avoir accordé cet entretien à Valeurs Actuelles. Je vous en prie, merci pour votre invitation. Bon appétit. Merci.